Dans la séquence d'introduction sur les pointeurs, vous avez vu que ces derniers servent essentiellement trois objectifs. Ils permettent le référencement, c'est-à-dire pointer indirectement sur une donnée, la généricité, choisir, sélectionner une donnée non connue au moment de la programmation, et enfin ils servent également à ce qu'on appelle l'allocation dynamique. C'est ce volet qui va nous occuper maintenant. Lorsqu'un programme a besoin de manipuler une donnée, il va être nécessaire d'allouer de la mémoire pour justement y stocker cette donnée. Et en C++, vous disposez de deux façons possibles d'allouer de la mémoire. La première façon, que vous connaissez déjà, est ce que vous faites lorsque vous écrivez une ligne de code comme celle-ci, une déclaration de variable. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une allocation statique. Pourquoi parle-t-on de statique? Eh bien, c'est par le fait que l'on n'a pas besoin d'attendre l'exécution du programme pour connaître le besoin en mémoire. Ici, au moment où l'on compile cette ligne de code, eh bien, on sait déjà que le programme va avoir besoin d'une zone mémoire dédiée à contenir un entier et qui s'appelle V. Il existe par contre des situations où le besoin en mémoire s'avère seulement au moment de l'exécution du programme. Et un exemple typique est lié à l'utilisation des tableaux dynamiques, le type vector que vous avez eu l'occasion de croiser. Supposons que dans un programme, j'ai un vecteur d'entier V. Et je peux parfaitement donc ajouter, pendant que le programme s'exécute, une nouvelle case, une nouvelle cellule à mon tableau, par le biais d'une ligne comme celle-ci. C'est au moment où j'exécute cette ligne de code que cette fonctionnalité va faire l'allocation de mémoire nécessaire à contenir ce nouvel entier. Donc c'est seulement au moment où cette ligne-là s'exécute que l'allocation a lieu, que le nouvel emplacement mémoire est réservé pour les besoins de votre programme. Donc bien sûr, nous parlons dans ce cas d'allocation dynamique, parce que nous avons besoin d'attendre l'exécution du programme, et non pas simplement la compilation, pour déterminer le besoin en mémoire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr que cette ligne soit forcément exécutée, donc nous ne pouvons pas, au moment de la compilation, savoir quelle zone mémoire réserver. Nous devons attendre l'exécution. Ici, la zone mémoire que nous avons allouée dynamiquement via le pushback a été allouée pour contenir la valeur 3, et nous nous trouvons donc dans cette situation. Vous noterez que dans le cas particulier des pointeurs, l'allocation dynamique va permettre de manipuler des données sans pour autant qu'elles soient associées à des noms explicites, sans pour autant qu'elles correspondent à des variables. Par exemple, si dans un programme on a déclaré un pointeur px, ce dernier peut parfaitement contenir l'adresse d'un objet que l'on aurait alloué dynamiquement pendant que le programme s'exécute. Donc on peut parfaitement mettre dans ce pointeur l'adresse de ce nouvel objet. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'est pas nécessaire que cet objet ait un nom. Il suffit d'y accéder par le biais du pointeur qui y est associé. Très concrètement, si vous voulez faire de l'allocation dynamique dans un programme C++, eh bien vous pourrez utiliser deux opérateurs prédéfinis par le langage, l'opérateur new qui permet d'allouer la mémoire qui vous est nécessaire, et l'opérateur delete, la contrepartie, qui permet de libérer cette mémoire lorsque vous n'en avez plus besoin dans le programme. L'utilisation de l'opérateur new se fait selon la syntaxe suivante. Vous devez mettre le nom d'un pointeur qui va être destiné à recueillir une adresse et vous utiliserez la syntaxe suivante, new suivi d'un nom de type. Ce que ceci va faire, c'est que ça va réserver une zone mémoire capable de contenir une donnée de ce type et retourner l'adresse de cette zone mémoire, laquelle va pouvoir être affectée au pointeur. Soyons concrets, imaginons par exemple que dans un programme, il y ait la ligne de code suivante. Donc cette ligne, ce qu'elle fait, c'est déclarer un pointeur capable de pointer sur un entier. Donc je vais maintenant adhérer à la syntaxe que l'on vient de voir ici pour faire de l'allocation dynamique. Donc je prends mon nom de pointeur et j'écris donc px suivi de égal et suivi enfin de ma fameuse petite instruction new type. Donc ici, étant donné que mon pointeur est un pointeur sur entier, eh bien il faut que type ici corresponde au type sur lequel peut pointer le pointeur, et donc je devrais mettre ici int. Donc à ce moment-là, j'ai fait ce qu'on appelle une allocation dynamique. Alors comment ça va se passer en clair? Donc ici, au moment où vous compilez cette ligne de code, je dis bien compiler et non pas exécuter, vous aurez une allocation statique pour une variable de type pointeur qui s'appelle px, capable de recueillir l'adresse d'un entier. Par contre, c'est au moment où vous exécutez cette ligne de code que vous aurez une allocation, cette fois dynamique. Et à ce moment-là, vous avez alloué un emplacement mémoire
pour un entier, qui est cet emplacement. Cet emplacement aura une adresse, et c'est précisément cette adresse que vous allez stocker dans Px, comme ceci. Donc ceci se passe au moment, donc il s'agit ici d'une allocation statique. Par contre ici, vous avez une allocation dynamique. C'est l'instruction ici new int qui permet justement de faire cette allocation. Si l'on a recours à cette syntaxe pour faire de l'allocation dynamique, la zone nouvellement allouée est réservée, certes, mais ne contient aucune valeur. Donc si l'on veut, au moment de l'allocation de mémoire, mettre en plus une valeur dans la zone mémoire, eh bien, il faut avoir recours à l'alternative suivante de l'instruction d'allocation dynamique. Donc si l'on s'en réfère à l'exemple que nous avons pris tout à l'heure, donc j'ai par exemple ici un pointeur px déclaré dans un programme, on peut utiliser cette variante de l'instruction d'allocation dynamique comme ceci. Donc, px égale new int. Donc, je réserve un emplacement mémoire pour un entier et je mets une valeur dedans, ici par exemple la valeur 3, ce qui va correspondre au moment de l'exécution de cette ligne de code à la réservation d'un emplacement mémoire pour un entier, ce que fait le new int. On y met une valeur qui est 3. Le new int 3 retourne l'adresse de la zone nouvellement allouée, et l'affectation va faire en sorte que cette adresse soit copiée dans Px. Vous savez désormais allouer dynamiquement de la mémoire. Que faire pour libérer cette mémoire lorsque vous n'en avez plus besoin? Et d'abord, pourquoi est-il nécessaire de libérer cette mémoire? Prenons à nouveau un exemple concret. Imaginez que dans un programme, dans un bloc, je déclare une variable que j'utilise dans le bloc. Ce que je fais ici, évidemment, est une allocation statique, puisque je suis en train de déclarer une variable. Donc, au moment de la compilation, je peux savoir quels sont mes besoins en mémoire. Nous savons, en vertu de la notion de portée, que cette variable n'est plus accessible en dehors du bloc. Donc, au moment où on exécute cet ensemble d'instructions et qu'on atteint la fin du bloc, eh bien, on sait que cette variable v ne sera plus jamais utilisée. Et donc, les variables statiques ont la particularité d'être désallouées automatiquement. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui va advenir de l'emplacement mémoire qui ici n'est plus accessible. Prenons un exemple analogue, mais où cette fois on fait de l'allocation dynamique. Donc ici, imaginez que par exemple, j'ai déclaré un pointeur px. Ensuite, dans un bloc, je décide d'allouer dynamiquement de la mémoire que je récupère donc dans le pointeur px. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone mémoire que vous avez allouée dynamiquement ici n'est pas détruite, n'est pas libérée tant que vous n'avez pas décidé de le faire. Donc lorsqu'on atteint l'exécution de la fin du bloc ici, cette zone mémoire reste parfaitement disponible tant que vous ne l'avez pas désallouée. C'est ce qui fait en sorte que l'allocation dynamique permet de créer des zones mémoire qui vivent au-delà de la portée dans laquelle elles ont été créées, justement. Et donc, si on veut, à un moment donné, restituer cet emplacement, c'est à nous de le faire explicitement. Et à ce moment-là, il va falloir avoir recours à l'opérateur delete. Donc, par exemple, ici, je peux décider, après le bloc, lorsque je n'ai plus besoin de la zone mémoire en question, de restituer l'emplacement mémoire en faisant un delete sur le pointeur associé. Très concrètement, imaginez que dans un programme, vous ayez un pointeur px qui pointe sur une zone mémoire dynamiquement allouée. Imaginons que cette zone mémoire contienne 3. Donc bien évidemment, px contient l'adresse de cette zone mémoire. Que se passe-t-il lorsqu'on fait une désallocation de mémoire en désallouant l'emplacement mémoire associé à px par cette instruction-là? Rappelez-vous la petite analogie avec les maisons sur un terrain. Eh bien, lorsqu'on fait un delete, on détruit la maison. Ce qui veut dire concrètement que le contenu de cette zone mémoire n'est plus prévisible, n'est plus utilisable de façon sûre par le programme. Votre 3 peut parfaitement y rester un petit moment, mais vous ne pouvez plus savoir de façon sûre et prévisible quel va être le contenu de cette zone mémoire. Donc on voit ici qu'en se contentant d'un delete px, on est dans la situation où la zone mémoire ici n'a plus un contenu utilisable. Par contre, bien sûr, l'adresse existe toujours en mémoire, et cette adresse est toujours stockée à ce stade dans le pointeur px.
Donc, ça justifie une des bonnes pratiques que je vous conseille absolument de suivre, c'est qu'il faut faire suivre toute instruction delete d'une instruction pointeur égale nul PTR, ce qui va se traduire par quelque chose de cette nature, px égale nul PTR. Donc ici, vous êtes en train de dire explicitement que désormais px ne pointe vers plus rien de valable, et donc vous ne gardez pas à l'intérieur de px une adresse qui ne veut plus rien dire pour le programme, qui n'est plus utilisable de façon sûre pour le programme. Pour résumer sur l'allocation dynamique, et pour revenir à notre petite analogie du carnet d'adresses, ce que je fais lorsque j'exécute une instruction de cette nature, et que j'ajoute une nouvelle page à mon carnet d'adresses, la page PTR. Sur cette page PTR, qu'est-ce que je mets exactement? Eh bien, je mets l'adresse de cette zone allouée dynamiquement. Donc, l'allocation dynamique peut être vue dans le contexte du carnet d'adresses comme étant la réservation d'un terrain, la zone mémoire qui va contenir la valeur. Je construis une maison sur ce terrain. On peut voir la maison un peu comme la valeur 3 que je mets dans la zone mémoire int. Et ce qui est retourné, c'est l'adresse donc de cette zone mémoire que je stocke dans mon carnet d'adresses. Je peux dans un programme allouer des zones mémoire dynamiquement pour tout type de données, et c'est au programmeur d'être attentif à restituer l'emplacement mémoire lorsqu'il ne lui est plus nécessaire. Par exemple, si je n'ai plus besoin de cet emplacement mémoire, alors ce qu'il faut faire, c'est que je dois faire un delete de PTR, restituer, libérer l'emplacement mémoire, ce qui veut dire ici que mon terrain ne contient plus aucune donnée utilisable, et le terrain est désormais disponible pour quelqu'un d'autre. Si je me contente de cela, eh bien, ça voudra dire que dans mon carnet d'adresses figure toujours l'adresse de ce terrain qui est à vendre, qui est disponible pour quelqu'un d'autre. Donc, la précaution que je dois impérativement prendre est d'indiquer que PTR ne pointe vers plus rien, en lui affectant nul PTR, ce qui revient ici à effacer la page de mon carnet d'adresses et donc supprimer ce lien qui n'est plus pertinent, qui n'est plus utile. Si par contre on affecte la valeur nul PTR sans avoir au préalable désalloué l'emplacement mémoire concerné, eh bien nous allons nous retrouver dans la situation suivante. Supposons que nous le fassions sur l'équivalent de cette page du carnet d'adresses, ce qui reviendrait ici à écrire PTR3 égale nul PTR. Eh bien nous savons maintenant que cela signifie que nous effaçons cette page et le lien vers cet emplacement est perdu, ce qui signifie que je ne peux plus y accéder via cette page du carnet d'adresses, mais l'emplacement est intact, le terrain n'est pas rendu disponible pour quelqu'un d'autre et est laissé en l'état. Donc si par exemple, aucune page de mon carnet d'adresses ne référence plus cette zone mémoire, eh bien cette zone est perdue, n'est plus réutilisable dans mon programme, n'est plus rendue disponible pour une autre utilisation, et j'ai à ce moment-là ce qu'on appelle une fuite de mémoire. C'est quelque chose qu'il faut impérativement éviter dans un programme. Pour conclure sur les bonnes pratiques, toute zone mémoire allouée dynamiquement, donc qui a fait l'objet d'un new, doit impérativement être désallouée, ce que nous avons expliqué tout à l'heure par le fait qu'une zone dynamiquement allouée n'est pas restituée tant que vous n'avez pas explicitement pris la décision de le faire. Voilà, vous connaissez maintenant beaucoup de choses essentielles sur les pointeurs et on va résumer tout ceci sur un petit exemple. Alors ici, un petit programme qu'on va dérouler pas à pas. Ici, il y a déclaration d'une variable px qui est capable de pointer, qui est un pointeur capable de pointer sur un entier, et je prends la précaution de l'initialiser à nul PTR, ce qui veut dire qu'il ne pointe sur rien. Deuxième ligne de code, il y a une allocation dynamique. Cette allocation dynamique réserve un emplacement mémoire capable de contenir un entier. Et cet emplacement mémoire a une adresse. C'est exactement cette adresse qui résulte de l'exécution de newInt, et c'est cette adresse que je vais affecter à px. Donc désormais, je fais pointer le pointeur px sur cette zone mémoire nouvellement allouée. Ensuite, troisième instruction, j'utilise la fameuse petite étoile pour accéder au contenu pointé par px. Le contenu pointé par px est ceci. À l'intérieur de ce contenu pointé, je vais mettre la valeur 20, ce qui correspond à ceci. Ensuite, je veux m'assurer du fait que j'ai bien mis la bonne valeur dans cette zone mémoire et donc je veux en faire afficher le contenu. À nouveau,
j'accède au contenu pointé par Px au travers de la petite étoile, et ceci va donc simplement m'afficher la valeur 20, suivi d'un retour de ligne, d'un saut de ligne. Ensuite, je présume que je n'ai plus besoin de ma zone mémoire, et donc je fais un delete, ce qui veut dire que cette zone mémoire n'a plus un contenu qui est utilisable, et je veux m'assurer du fait que Px n'a plus un contenu qui est obsolète, qui ne pointe vers aucune adresse utilisable de façon sûre, et donc à nouveau, je mets nul PTR dans ma zone mémoire du pointeur. La première variante du programme que nous avons examiné peut s'écrire de façon plus concise, sachant que ces deux instructions, qui consistent à allouer l'emplacement mémoire et y mettre une valeur à l'intérieur, peut en fait être rédigée en une seule et même ligne par le biais de cette syntaxe. De façon encore plus concise encore, je peux remplacer ces deux lignes de code par une seule ligne, qui est celle-ci. Donc dans cette ligne, je commence par faire la déclaration du pointeur. Seulement, au lieu de commencer par l'initialiser à nul PTR pour ensuite mettre à l'intérieur le résultat de newInt20, eh bien je mets directement la valeur newInt20 dans Px, ce qui fait que je fais l'économie d'une instruction. Lorsque vous écrirez vos premiers programmes avec des pointeurs, et même les suivants d'ailleurs, il est vraisemblable que de temps en temps vous tombiez sur une erreur redoutable, le segmentation fault, qui va causer un arrêt abrupt de votre programme. De quoi s'agit-il? Typiquement, les erreurs de type segmentation fault vont se produire lorsqu'on essaye via un pointeur d'accéder à une zone mémoire qui n'a pas été réservée. Donc si on regarde ici cet exemple, cette instruction déclare un pointeur Px mais ne réserve aucun emplacement mémoire alloué. Il n'y a pas d'initialisation, pas de nous, rien du tout. Donc ici, le contenu de Px est inconnu, et ici ce qu'on essaye de faire, c'est d'accéder au contenu pointé, donc à une éventuelle case pointé par Px mais qui n'existe pas puisqu'on ne l'a jamais alloué, et pour y mettre la valeur 20 à l'intérieur. Évidemment, ce n'est pas possible, et cela va résulter en une erreur de type segmentation fault qui va causer justement l'arrêt de votre programme. La bonne solution consiste évidemment ici à allouer un emplacement mémoire à associer au pointeur Px, ce qui se traduit par ceci au moment de l'exécution. Donc on alloue la zone mémoire, et à ce moment-là, on aura notre pointeur Px qui va contenir l'adresse de cet emplacement mémoire nouvellement alloué. Et donc évidemment, une fois que cette zone mémoire existe, on peut parfaitement y accéder à son contenu pour y mettre la valeur 20. Donc à ce moment-là, cette instruction va parfaitement se dérouler. Nous venons de voir qu'il était impératif d'allouer avant d'utiliser. Il en suit un conseil, une bonne pratique courante concernant l'initialisation des pointeurs. Il est en fait conseillé de toujours initialiser les pointeurs, ne serait-ce qu'à la valeur nul PTR. Donc si au moment où l'on déclare un pointeur, on ne connaît pas encore la mémoire que ce pointeur pointe, alors il est conseillé de l'initialiser au moyen de nul PTR, qui veut dire que le pointeur ne pointe vers rien, mais qui le dit explicitement. Et grâce à cette initialisation, il devient possible de mettre en place un certain nombre de garde-fous. Par exemple, avant d'accéder à la zone mémoire pointée par un pointeur, je peux désormais prendre la précaution de contrôler si le pointeur en question pointe effectivement vers quelque chose ou non. Donc il devient possible, grâce à cette initialisation, de tester si le pointeur pointe vers quelque chose avant d'accéder à la zone pointée, comme je pourrais le faire ici. Donc on voit que grâce à cette initialisation, un certain nombre de garde-fous peuvent être mis en place pour l'accès aux zones mémoire pointées par des pointeurs.